Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents parmi nous au siège d'Horizon Presse pour cette table ronde. Aujourd'hui, le sujet, c'est méga événements sportifs au Maroc, la connectivité, un enjeu stratégique pour la performance. Comme vous le savez, le Maroc se prépare à accueillir des rendez-vous sportifs très importants. On parle de la CAN, on parle du mondial, mais il y a beaucoup d'autres événements importants, évidemment. Et ces événements ne se gagnent pas seulement sur le terrain. Ces événements, ils se gagnent par les câbles, les antennes, les applications, les infrastructures. C'est pourquoi cette table ronde va parler de la connectivité autour des stades et des grands événements sportifs. Pour parler, pour débattre de tout cela, nous avons 4 intervenants. Pour le moment, ils sont 3. Un quatrième nous rejoindra très bientôt. Nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed Bennis, qui est B2B Sales Director chez Orange Maroc. Bonsoir. Nous avons Médis Kouri Alaoui, directeur général de Stadia et président de la Fédération marocaine des professionnels du sport. Bonsoir. Nous avons Zaki El-Hababi, directeur général de TSM, agence spécialisée en marketing sportif. Bonsoir. Et Tofik Radi Benjeloun qui nous rejoindra. Il est fondateur et CEO de Play Management Group. Avant de commencer le débat et de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander aux 3 intervenants de se présenter dans le sens où ils vont nous dire un petit peu quel est leur rôle au sein du sport ou de la connectivité, en tout cas dans ce monde-là. On va commencer par de droite à gauche, Sibnis. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi je suis en charge des ventes B2B chez Orange Maroc. À ce titre, j'accompagne les entreprises, les administrations publiques au Maroc pour satisfaire leurs besoins en connectivité, dans le digital en général et leur permettre de se développer, de se transformer également. Donc ravi d'être avec vous pour cette table ronde. Merci. Médis Kouri. Bonsoir tout le monde. Médis Kouri, première casquette, donc je suis DG de Stadia, qui est une agence spécialisée essentiellement dans l'événementiel sportif, et à travers laquelle nous avons organisé un certain nombre de grands événements sportifs qui ont eu lieu au Maroc. Il est question de la Coupe du Monde des clubs, Grand Prix Hassan de tennis, un certain match de l'équipe nationale, trophée des champions, etc. Donc on a une spécialité sur l'événementiel sportif, notamment sur les grands événements sportifs. Et puis nous sommes également producteurs d'événements sportifs, notamment le salon Africa Sports Expo, qui est le salon africain du sport qui a lieu une fois par an à Casa. Et puis je représente l'industrie du sport, puisque je suis président de la Fédération marocaine des professionnels du sport, qui est une organisation qui réunit tous les acteurs de l'industrie du sport et qui aujourd'hui réunit quasiment 80 membres à ce jour. Merci. S'il y a une petite présentation. Bonjour, donc je suis directeur de la société TSM. C'est une agence spécialisée dans le marketing sportif. On existe depuis 20 ans. On travaille sur 2 grands axes. Un, c'est le football. Donc on travaille pour 8 clubs de première division, certains avec exclusivité, d'autres non. Également sur l'équipe nationale. Donc vous avez dû voir une série de partenaires qui se sont engagés récemment autour de l'équipe nationale. Ça, c'est pour le volet foot. Pour le volet running, on gère les droits marketing concernant le marathon des sables et également 4 éco-trails. Voilà un petit peu notre activité. Donc c'est l'interface entre l'investisseur et le partenaire sur les événements sportifs et justement permettre à ces événements de se développer et proposer des solutions marketing aux sponsors pour optimiser leur visibilité et leur impact à travers les différents partenaires sur lesquels ils pourraient s'engager. Parfait. Alors on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Les infrastructures au Maroc, la connectivité. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux, essayer de voir où on en est au Maroc par rapport à ça? À quel degré on est prêt? Il y a un événement qui arrive qui est important, tout le monde le sait, c'est la CAN d'abord. Alors est-ce que les stades sont est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à 50%, à 60%? Est-ce qu'on peut évaluer un petit peu qu'est-ce qui manque pour avancer et pour arriver, pour être prêt à tous ces événements, à l'organisation de tous ces événements? Je vais parler précisément du volet des infrastructures télécom au Maroc en général. Le Maroc a fait manifestement des grands progrès depuis la libéralisation des télécoms et depuis l'an 2000 où il y avait le premier opérateur télécom privé à l'époque. De 2000 à aujourd'hui, donc énorme développement sur les réseaux mobiles au Maroc. On a aujourd'hui une couverture 4G qui est élargie, qui est nationale.
Donc l'ensemble de la population aujourd'hui au Maroc, moyennant un téléphone compatible ou une box, peut accéder au service 4G. Ça inclut également ce qu'on appelle les zones blanches. Beaucoup de localités, plus de 10 000 localités, je dirais, en territoire enclavé ou dans le rural profond, ont également été connectées à travers les différents mécanismes de couverture universelle. Sur le fixe, le Maroc est un petit peu un cas particulier par rapport à l'Europe, parce que le fixe s'est développé après le mobile, contrairement aux pays développés où on avait déjà d'abord un réseau fixe qui était présent et bien dense. Donc aujourd'hui, il y a encore un effort à faire sur les réseaux fixes au Maroc. Donc après la DSL, on a vu l'émergence des réseaux fibres, notamment les réseaux, ce qu'on appelle Fiber to the Home, FTTH. Ces réseaux aujourd'hui se développent d'abord sur les périmètres urbains denses, et on est en train de voir que ce développement-là va aboutir à couvrir plus de foyers. Donc la stratégie Maroc Digital 2030 fait de ce levier-là un levier majeur pour connecter en très haut débit l'ensemble des foyers, mais aussi l'ensemble des zones et des points d'événement, les stades, je vais y revenir en particulier. Donc, si aujourd'hui nous sommes à peu près à 11% de foyers couverts en FTTH, la stratégie Maroc Digital 2030, ce qui donne 1,quelques millions de foyers sur les 9, envisage va permettre de couvrir presque 5,5 millions de foyers à horizon 2030. Ça montre que le développement qu'est en train de connaître la fibre au Maroc, et ça ne va pas s'arrêter. Je dirais au contraire, ce qui se passe avec maintenant le positionnement du Maroc comme un pays hôte de plusieurs manifestations sportives et événements, pas que le foot, mais aussi d'autres événements de taille. Parce que le Maroc, avant cette Coupe d'Afrique et Coupe du Monde, on va continuer à organiser beaucoup d'événements. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un coup d'accélérateur sur l'ensemble des chantiers structurants dans le royaume, y compris accélérer davantage les infrastructures, la mise en place d'infrastructures de base, entre guillemets, comme la couverture fibre. Et donc, pour revenir au stade, les stades ne sont pas isolés, ils sont dans un environnement, ils sont souvent en paysage, dans un paysage urbain. Ils sont aujourd'hui couverts, pour des manifestations locales, quelques matchs nationaux. Maintenant, on va devoir passer à un niveau supérieur pour pouvoir doter l'ensemble des stades qui vont abriter les manifestations sportives, à commencer par celle de décembre 2025, la CAN. On parle de 5G quand vous parlez de... Voilà, on va préparer. La 5G, l'appel d'offres de la licence de la 5G n'est pas encore sorti. Mais nous sommes prêts. Si l'appel d'offres sort, nous sommes prêts. Nous avons investi dans des réseaux qui sont 4G, mais upgradables. On peut les upgrader en 5G. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de calendrier. Mais bon, les échos qu'on a eus, c'est que c'est quelque chose qui peut intervenir avant la CAN, mais ça reste à confirmer par la NRT. Donc on attend l'appel d'offres, de la licence 5G. En tout cas, avant la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr. Très bien. Et donc, est-ce qu'on peut évaluer un petit peu les investissements? On reste toujours dans cette première thématique sur les stades et la connectivité dans les stades. Et ça représente quoi à peu près les investissements qui restent à faire pour être prêts déjà à l'échéance CAN? Et évidemment, on va parler beaucoup de CAN et de mondial, mais on le disait avant cette table ronde en aparté, il y a énormément d'événements sportifs au Maroc, à part le football, qui sont portés par la connectivité. C'est important de le souligner. Si vous voulez intervenir d'ailleurs, Mehdi Soukouri et Sil Hababi, n'hésitez pas. Si je peux me permettre, avant que monsieur puisse vous livrer des chiffres bien précis sur les investissements, moi je pense que le sujet est déjà hyper intéressant, il s'impose de lui-même, parce que la connectivité en elle-même est un sujet hyper important sur des événements sportifs de manière globale, mais aussi sur ces événements particuliers qui sont la CAN ou la Coupe du Monde. Il faut savoir que quand on se porte candidat pour l'organisation d'un grand événement de ce type, vous avez un cahier de charge. Dans ce cas-là, c'est la FIFA qui va vous imposer un cahier de charge
sur la Coupe du Monde et sur la CAN, c'est la CAF, et dans lequel vous avez un cahier de charge sur lequel un certain nombre de critères qu'on va vous demander, qui sont bien précis, sur lesquels vous avez la connectivité qui reste un élément essentiel. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose d'hyper important. Si on va aller voir le rapport de la FIFA sur la Coupe du Monde suite aux visites qu'ils ont fait, vous allez avoir tout un chapitre sur la connectivité de manière globale sur le pays, dans quel état est la connectivité dans le pays. C'est ce que monsieur disait. Et puis, vous allez avoir un cahier de charge plus précis sur la partie infrastructure, notamment dans les stades, ce que demande l'organisateur, notamment la FIFA, en termes de cahier de charge par rapport à la connectivité. Et sur ce type de compétition, c'est essentiel parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais sur une compétition similaire, c'est un facteur hyper important parce qu'il touche d'abord à la diffusion de l'événement que tout le monde voit un peu à l'écran. On n'en parle pas beaucoup, mais pour pouvoir diffuser, il faut avoir certaines exigences en termes de connectivité. Et puis vous allez avoir, vous par exemple, les journalistes qui sont sur place, qui ont besoin eux également d'un certain moyen pour pouvoir diffuser en temps réel. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'est plus à l'époque où on devait aller diffuser l'information une demi-heure après ou une heure après. Vous avez le photographe qui est sur le terrain, qui doit être en mesure de diffuser des photos en live. Vous avez du streaming, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc tous ces éléments font que vous devez avoir une connectivité très efficace et très avancée. Et puis vous avez un autre élément, on en parlera peut-être plus tard, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, toute l'expérience client est en train d'être revue de manière systémique, qui fait que des choses vont vraiment être totalement nouvelles au Maroc en matière d'accueil, de divertissement, etc. dans les stades. Et justement, quand on est dans un stade, il y a un phénomène des fois, c'est que on essaie de se connecter, d'être sur la 4G. On n'arrive pas des fois à téléphoner, des fois on n'arrive pas à envoyer des messages WhatsApp ou avoir tout simplement une connexion Internet. Tout ça doit être travaillé pour ces événements-là, pour qu'il y ait plus ces difficultés, parce qu'on parle des couvertures, etc., mais on parle aussi des supporters qui sont présents dans les stades. Effectivement, je reviens juste sur la question d'investissement. Donc d'abord, effectivement, plusieurs milliards de dirhams sont consentis au Maroc pour, bien entendu, c'est normal, pour accompagner les chantiers d'élargissement en termes de couverture ou de capacité des infrastructures. Donc aujourd'hui, les infrastructures télécom comportent ce qui est visible, ce que tout le monde peut observer au quotidien. On voit les antennes mobiles je dirais, quand on voyage, ou même en ville, on voit plusieurs antennes mobiles juxtaposées. On voit on creuse pour la fibre dans les artères en milieu urbain, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Il y a plusieurs kilomètres de fibre optique, qui arrosent à la fois les sites mobiles et ce qu'on appelle les réseaux métropolitains de différentes villes au Maroc, les réseaux intervilles, pour avoir ce qu'on appelle les grands rings urbains, mais aussi des câbles sous-marins qui permettent de sortir vers l'international et donc accéder à l'Internet, tout simplement, et aux différents providers. Donc, pour revenir à la question de la qualité de service dans les stades, effectivement, donc, au-delà de la couverture, ce qui importe aussi, c'est d'avoir une bonne expérience dans les stades. Pour pouvoir avoir cette bonne expérience, il faudra investir davantage, mais aussi, ce n'est pas uniquement la question de mettre un peu plus d'argent. C'est une question qui concerne l'ensemble des acteurs de la gestion d'espace public, parce que pour qu'un opérateur puisse mettre plus de capacité ou mettre une antenne en plus ou mettre des kilomètres de fibre en plus, il faudra accéder au domaine public. Donc la première, ça commence par avoir de la volonté et les bonnes conditions pour pouvoir accéder au domaine public et installer les infrastructures qui vont permettre aux différents opérateurs d'apporter le service. Au-delà, effectivement, il faudra gérer les événements en pic. C'est-à-dire lorsqu'il y a un match de football, aujourd'hui, moi je te rejoins, Mehdi, quand tu disais que par rapport à l'expérience, effectivement, c'est aujourd'hui important de pouvoir diffuser la photo ou une petite vidéo du but qui vient d'être inscrit. Si on n'a pas la connectivité en termes de service streaming avec la capacité suffisante, ça ne sera pas possible. Donc, il faudra avoir de l'accès au domaine public, mettre des solutions encore plus dédiées
Et on va revenir tout à l'heure quels sont ce type de solutions, parce qu'ils existent et on a commencé à les déployer. Je parle de ce que fait Orange mondialement, mais aussi ce qu'on a commencé à faire au Maroc. Et aussi de pouvoir monitorer et réagir à travers des systèmes de gestion de charge et de monitoring en temps réel, de pouvoir des fois apporter de la capacité en plus dans tel ou tel secteur d'un stade, parce qu'on va peut-être avoir plus de streaming d'un côté ou de l'autre, ou avoir durant une mi-temps, enfin la pause entre les deux mi-temps d'un match, plus de voix et moins de data, parce qu'on va plus parler avec nos familles, nos amis. Donc je dirais, cette analyse d'usage fait partie de toute la préparation à faire en termes d'infrastructure pour ces événements. Ce n'est pas simplement mettre plus d'antennes, mettre plus de fibres, c'est la base, mais c'est aussi de pouvoir gérer un événement de A à Z. On verra qu'on a l'expérience qu'il faut pour ça. Alors comment la connectivité, elle enrichit l'expérience aujourd'hui des fans, comment pendant, avant et après l'événement, cette connectivité, elle peut vraiment bouleverser finalement un événement sportif. S'il Hababi peut-être. Déjà l'opérateur télécom qui soit, c'est un élément essentiel autour d'un événement sportif. Autant Mehdi parlait des médias, je pense aussi à la sécurité, je pense au sanitaire, tous les outils nécessaires pour pouvoir communiquer dans les meilleures conditions, surtout quand on a un afflux public important. Mais de mon côté, on va dire volet sponsoring, et il est clair que pour nous c'est un outil formidable, c'est-à-dire que ça permet non seulement de faire vivre le live. Je vous donne un exemple actuellement, vous avez un événement qui se déroule qui est le Marathon des Sables. Il y a du live qui se fait en direct. Bon, malheureusement, les opérateurs, c'est dans la région de Tinriel, donc c'est assez retranché, on va dire. Donc ils ont trouvé des solutions. Mais ça permet on va dire aux amateurs de la discipline, quelle qu'elle soit, que ce soit foot ou running ou autre, de suivre l'événement en direct et d'avoir un flux d'informations direct et surtout aussi de faire partager avec les partenaires qui sont engagés sur cet événement du contenu avec une réactivité quasiment directe. Si ce n'est pas direct, c'est quasiment dans la journée pour que les partenaires, eux aussi, relaient l'information, l'image, le son, la vidéo, on va dire, raconter une aventure sportive, qu'elle soit autant au football que, on va dire, dans le domaine du running ou autre événement. C'est un modèle bien huilé à l'étranger d'ailleurs, c'est un modèle qui a été... C'est devenu un outil incontournable, c'est-à-dire que les opérateurs télécoms et le flux de l'information pour les partenaires est devenu presque obligatoire et ça leur permet de relayer l'événement en dehors du site directement sur leurs réseaux sociaux et que le partenaire relaie cette information par le biais de ses réseaux sociaux pour amplifier l'impact et faire partager cette aventure. C'est clair que l'opérateur est essentiel. Alors il y a des innovations digitales dont il faut parler, parce que qui dit connectivité dit innovation. Donc je ne sais pas, par exemple, le fait de pouvoir payer directement via la connectivité, avoir des applis, avoir des choses un peu particulières. Qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place pour gagner du temps et gagner, justement, apporter une expérience utilisateur à tous les gens qui assistent et participent à ces événements-là? Très très bonne question, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de l'infrastructure, on a tendance à la réduire uniquement à la disponibilité d'un tuyau pour faire du streaming ou d'une prise de fibre optique quand il s'agit de se connecter. Mais aujourd'hui, ce qui est au-delà de la connectivité, c'est l'accès, c'est la gestion de l'expérience du spectateur ou du fan. Lorsqu'il va arriver sur un stade, que ce soit au niveau de la billetterie ou au niveau de l'usage d'applications spécifiques sur le mobile. On voit aujourd'hui en Europe, sur un match en Espagne, par exemple Real-Barça, on voit qu'il y a plusieurs opérateurs qui offrent des applications pour la réalité augmentée et on peut vous regarder le joueur qu'on admire avec des statistiques en temps réel sur un écran de son mobile. Pour permettre l'ensemble de ces usages, il faudrait avoir, au-delà de la connectivité, une performance de connexion et surtout une latence très faible. La performance doit être élevée, il faut avoir, c'est un mégabit par seconde, 100 mégas, 200 mégas, etc. Mais on parle de latence, ça se mesure en millisecondes, c'est-à-dire le temps entre le moment où j'accède à l'information et que l'information elle est disponible, ou c'est le temps qu'il faut également pour naviguer sur une page, sur une application mobile. C'est là aujourd'hui où l'hébergement des applicatifs sur un cloud
proche de la sortie Internet de l'opérateur permet d'avoir cette performance inégalée. Pour ne pas traverser, donc aujourd'hui j'accède à un applicatif, ben, s'il est hébergé dans le bon environnement, si cet environnement-là il est connecté à la sortie Internet, ben, ceci va permettre une meilleure expérience utilisateur. Je vais accéder à mon applicatif pour payer un ticket ou pour montrer simplement un ticket sur un contrôle d'accès. Ben, ça se fait en temps réel, donc il y a besoin d'avoir un temps de latence très très faible. C'est sur quoi aujourd'hui nous travaillons pour que nous continuions à avoir cette expérience pour l'ensemble de nos clients, mais en particulier pour les utilisateurs qui vont être sur les événements. Donc, je vais parler de ce qu'on fait au niveau du groupe Orange et d'Orange Maroc en particulier. Pour nous, la mesure du débit, la mesure de la latence, l'expérience sur le gaming, sur le streaming, sur la navigation Internet sont tous des services critiques. Nous les mesurons, nous les monitorons et c'est pour cela que nous insistons à avoir la meilleure performance possible. Et je dirais, lorsqu'il y a des sites je dirais mondiaux qui mesurent cela dans tous les pays comme NPerf, on a eu le plaisir d'avoir pour la 3e année consécutive ce trophée qui mesure la meilleure expérience utilisateur. Ceci signifie qu'on a investi par avance pour permettre ces débits. Maintenant, comment faire arriver la même expérience pour chaque utilisateur de ces événements sportifs? Donc ça, c'est le travail qu'il faut continuer à développer en termes de, comme je disais tout à l'heure, d'accéder aux infrastructures sur les stades, de mettre les capacités en termes de connectivité, mais également mettre les services et la gestion des services derrière pour qu'on puisse mesurer sur tel ou tel point, nous avons une congestion qui va être prédite par de l'intelligence artificielle parce qu'on sait un peu comment se déroule un match. On a les statistiques, la capacité elle est ce qu'elle est. Hein. Le stade d'Agadir, si on dit que c'est 50 000 spectateurs, on ne va pas découvrir le jour du match que ça sera 60 000. On sait qu'il y aura 50 000, donc on mesure le nombre de connexions simultanées. On a le nombre d'antennes. On va pouvoir monitorer en temps réel comment se distribuent les connexions sur les différents secteurs d'un stade et prédire, je dirais, toute congestion sur les prochains matchs. Mais à part prédire, est-ce qu'on peut tester un petit peu les montées en charge, pour ne pas avoir de surprise? Aujourd'hui, on commence à avoir ces systèmes. Ce n'était pas le cas par le passé. On commence à avoir ces systèmes qui nous permettent de dire, voilà, voici une capacité théorique. Et puis après, quand je vais dire, par exemple, sur tel secteur d'un stade, je vais avoir 1000 connexions simultanées, ben, je vais être capable de véhiculer 1000 connexions simultanées fois un débit dont on a besoin pour véhiculer on va dire 4 mégabits par seconde, par exemple, pour voir une page Instagram ou pour faire un call Facebook. Et on multiplie pour avoir la capacité théorique nécessaire, ben, il faudra la rendre disponible. On parle évidemment de l'aspect sécuritaire, c'est un pilier de la connectivité. En quoi aujourd'hui le côté sécurité, la connectivité va aider l'aspect sécuritaire sur bien des plans? Si je peux faire juste une petite parenthèse sur les... Moi, je pense qu'il y a deux enjeux essentiels sur lesquels il faut revenir liés à la connectivité. D'abord, celui qui est lié à l'expérience client. Il est essentiel. Et la connectivité va permettre, notamment à travers la dématérialisation, permettre de faciliter cette expérience client et favoriser une belle expérience client. Cette expérience client, elle commence d'abord par l'achat du billet. Si on suit tout le circuit de cette expérience client, elle commence par l'achat. Aujourd'hui, il est inacceptable qu'on continue à aller faire la queue pour acheter un billet. Donc ça commence par ça. Ensuite, en arrivant au stade, il est inacceptable aujourd'hui encore d'arriver avec un billet. Quand vous allez à l'étranger aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a un billet. Donc aujourd'hui, on est encore là. Par sécurité, il imprime quand même. Par sécurité. Mais si vous l'avez sur votre téléphone, vous l'avez pas besoin. Mais par sécurité, au cas où le smartphone soit. L'imprimer. Voilà. Donc, pour accéder au stade, donc ça permet de fluidifier un peu les accès et de sécuriser davantage. Et puis vous avez aussi tout ce qui va permettre par rapport au placement. Vous allez arriver jusqu'à votre place. On va vous montrer. Vous n'avez plus besoin d'éléments humains. Vous montrer où vous asseoir. Et puis surtout la partie restauration, qui est un élément hyper important. Aujourd'hui, tous ceux qui vont dans un stade le savent très bien, notamment au Maroc. À la mi-temps, quand on a envie d'aller manger quelque chose, quand vous arrivez devant les buvettes,
vous avez des centaines de personnes qui font la queue, bah, vous allez repartir à votre place parce que vous n'avez pas envie de faire la queue et la mi-temps ne dure qu'un quart d'heure. Donc aujourd'hui, avec la dématérialisation, ça vous permet de fluidifier tout ça, d'être servi beaucoup plus vite et on peut même aller plus loin, être servi même, on est un peu loin de tout ça, mais vous pouvez même être servi à votre place. Donc tout ça va permettre, à mon avis, une expérience client qui est beaucoup plus intéressante. Et puis le deuxième enjeu est lié à l'organisateur. L'organisateur dans ce genre de cas peut être une agence, peut être un club, peut être la fédération par exemple. Et grâce à cet outil, grâce à la connectivité, elle va permettre de générer des recettes là supplémentaires. Comment? D'abord en fluidifiant les ventes au niveau de vos buvettes, vous allez vendre davantage. Vous allez aussi, grâce à la data, vous récupérez beaucoup de data qui vont permettre d'adapter vos prochains produits justement à la data que vous avez récupérée. Vous savez que, je ne sais pas moi, sur tel stade, vous allez vendre plus de burgers que de hot dogs. Vous avez bien évidemment, demain, vous allez plus proposer de burgers. Vous allez, c'est des boissons qui se vendent plus facilement. On va les favoriser. Pareil pour le merchandising, etc. Quand vous avez des matchs qui ne sont pas bien vendus, par exemple, tu vas faire pour en parler encore mieux que moi, grâce à votre data et grâce aux infos que vous avez pu récupérer, vous allez pouvoir toucher une cible bien précise, qualitative, et qui serait intéressée par acheter des billets peut-être à des prix plus intéressants, etc. C'est une bonne transition justement. On accueille le quatrième intervenant, c'est Tawfiq Radi Benjeloun. Vous êtes fondateur et CEO de Play Management Group. Est-ce que vous pouvez présenter déjà au public? Bonjour tout le monde. Désolé, en fait, premièrement, désolé du retard. C'est dû à la préparation du derby. Je pense que vous connaissez en fait déjà on se prépare pour le samedi prochain, Inch'Allah. Et du coup, en fait, ça, avec les préparatifs, les repérages à faire sur place, les visites de dernière minute, je vous apprends rien. En fait, c'est l'événementiel, donc on est obligé d'être en fait présent pour préparer, pour réussir cet événement-là. Donc voilà, je tenais à m'excuser tout d'abord. Moi, je suis Tawfiq Benjeloun. En fait, j'ai 11 ans d'expérience à la Sonarges. J'étais directeur marketing et commercial à la Société nationale de réalisation de gestion des stades. Et en fait, j'ai été directeur stratégie et développement à Casa Event. Et j'ai fondé ma boîte dernièrement, il y a, je pense, 2 ans. Qui est spécialisé dans en fait tout ce qui est solutions digitales au service de l'événementiel et surtout en fait au service de l'événementiel sportif. Donc on a apporté pas mal de solutions en fait digitales par rapport en fait aux organisateurs d'événements sportifs, que ce soit de la billetterie, la gestion des accréditations, le contrôle d'accès et le reste. Et pour rebondir par rapport à l'aspect sécuritaire, c'est vrai qu'en fait la connectivité, c'est le point clé d'une rapidité d'exécution en fait, le jour de l'événement. C'est lié en fait il faut avoir l'information très rapidement pour pouvoir en fait contrôler tout le monde dans un espace de temps très réduit. Avoir de la data aussi, surtout en fait au moment de l'accès, il faut très rapidement en fait avoir toute la data par rapport à telle personne, la catégorie de billets qu'elle a acheté, l'emplacement et surtout éviter en fait tout ce qui est falsification et le reste pour pouvoir en fait arriver à ce niveau d'information. C'est clair que plus on est connecté et plus il est en fait mieux le contrôle se fait très rapidement en termes de sécurité. Voilà, ça sur l'aspect sécuritaire. Après, on peut en parler par rapport à d'autres aspects liés au stade, en fait, pour apporter plus de confort et pour l'organisateur et pour en fait les personnes qui viennent assister aux matchs et aux événements. Voilà. Juste parce que vous avez évoqué l'aspect sécuritaire, donc on rentre dans cette question-là. Et comme vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que aujourd'hui niveau sécuritaire, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, de quoi on a besoin le plus, et qu'est-ce qui est acquis aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne déjà au Maroc sur des matchs importants comme le derby? En fait, ce que je peux dire, c'est que clairement, il y a des évolutions
la technologie avance très rapidement. Et en termes en fait, de ce qui existe à l'étranger par rapport en fait, aux moyens de sécurité et de contrôle, on est à un stade qui est acceptable, mais pas au stade en fait, où on devrait être actuellement en préparation par rapport aux différentes échéances, les grandes échéances comme la CAN et la Coupe du Monde. Ce qu'a dit Sil Mehdi par rapport à la reconnaissance faciale, on n'en est pas encore à ce stade. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut accompagner aussi une certaine culture. Aujourd'hui, on impose aux personnes à ce qu'ils aient leur billet parce qu'il y a encore cette culture de partage de QR code et aussi il faut s'adapter à la population qui vient au stade. Vous avez deux parallèles, vous avez deux en fait, types de clientèle. En fait, les personnes qui viennent au stade, il y a une grande partie de mineurs et en fait, elle est différente des personnes qui partent au concert. Maintenant, au Maroc, les festivals, les concerts, vous pouvez rentrer avec votre portable. On gère pas mal d'événements. L'accès à travers le portable, il est en fait, en présentant votre QR code, votre billet, vous ne le partagez pas. Et en fait, les personnes ne partagent pas comme en fait, comme c'est le cas par rapport au stade. Parce qu'en fait, il y a énormément une population qui veut rapidement frauder, qui partagent, qui n'ont pas cette conscience par rapport au respect de la numérotation. Respect et très jeune aussi, j'imagine. Voilà, on va dire une population de mineurs. Donc, en termes pour répondre à votre question, aujourd'hui, on est au stade en fait, on a une certaine, en fait, des technologies qui permettent on va dire un contrôle rapide de la billetterie physique, mais on devrait évoluer vers un contrôle avec en fait, le portable et la reconnaissance faciale. Mais comme j'ai dit, ça doit se faire crescendo, c'est-à-dire de commencer par une population en fait VIP, puis élargir le spectre sur tout le stade. On ne peut pas en fait gérer l'ensemble parce que on n'en est pas au niveau de gérer ça. Il faut aussi une certaine maturité du public pour qu'on puisse arriver à ce stade-là. Justement, on reste dans les stades. Comment Sibnis, on peut anticiper les risques de saturation réseau dans des stades qui sont aujourd'hui pleins à craquer? Alors, effectivement, comme tout à l'heure, ce que j'ai commencé à expliquer, lorsqu'il y a la différence avec la vie de tous les jours, quand on a un groupement de population, on met quelques milliers ou quelques dizaines de milliers sur un point de concentration, ce n'est pas les solutions traditionnelles qui fonctionnent. Il faudra mettre plus de moyens. On le voit dans les stades, on le voit dans des événements comme le GITEX. Tout à l'heure, juste avant de commencer, j'ai expliqué un peu ce que nous avons fait sur les éditions précédentes et ce qu'on va faire dans une semaine encore, parce qu'on annonce plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont intervenir. Donc sur un stade, il faudra avoir plus de capacité. D'abord en réseau mobile, il faudra avoir plus d'antennes, plus de secteurs qui sont un petit peu incrustés, mais c'est que la partie visible. Après, ces secteurs, ces antennes, ils sont attachés à des sites, à ce qu'on appelle du processing. En général, c'est des racks, c'est des serveurs qu'il faudra entreposer, idéalement dans une salle machine, au niveau d'un stade. Combien de nos stades aujourd'hui sont équipés de salles machines? Donc, c'est des choses qui vont exister dans les cahiers de charges de la FIFA. Mais on n'a pas encore aujourd'hui au Maroc des stades, en tout cas pas avant la rénovation qui est en cours, équipés pour qu'on vienne plugger, mettre des racks, connecter avec une sortie power, énergie, une sortie fibre au niveau de chaque point d'accès des stades et accrocher les antennes, qui est la partie visible de l'extérieur. Et par contre, ce que nous faisons et ce que nous allons continuer à faire, c'est investir sur la densité de nos réseaux. Aujourd'hui, pour arriver sur un stade, on n'arrive pas par une seule
paires de fibres optiques. On arrive par plusieurs paires de fibres optiques pour assurer la résilience, assurer la capacité. En cas de pépin sur un chemin, l'autre chemin doit prendre la relève. Au cours d'un match, on doit assurer un débit minimal. Donc il faudra tout simplement mettre plus d'antennes. Sur le parking à l'extérieur, on met des stations mobiles, des sites mobiles dédiés pour pouvoir véhiculer les flux de trafic, voix, data, sur un parking, sur une fan zone à proximité des stades. Et il faudra avoir de monitoring l'intelligence de la data, parce qu'en fait les matchs se répètent week-end après week-end dans les grands championnats, mais au Maroc, événement après événement. Et aussi, donc, tout cela va donner de la data, de l'intelligence, de la prédiction. Et si on est capable de prédire, on est capable de bien gérer. Donc à la fin, il y a des moyens, il y a des investissements certainement qu'il faudra mettre encore davantage au niveau de tous les stades. Et aujourd'hui, l'environnement est favorable pour le faire. Simplement que ça ne démarre pas uniquement chez les opérateurs. Il y a aussi l'accès au domaine public, faciliter les infrastructures. Je viens de parler de salles machines au sein de stades. Alors avant, dans chaque porte, on met peut-être dans les quatre coins d'un stade un site mobile. Demain, il faudra mettre 50 antennes. Il faudra mettre un chemin de câble qui soit incrusté. Il faudra avoir des choses invisibles des spectateurs pour ne pas attirer de soucis. Et il faudrait avoir de l'énergie, de source power, redondée, sur chaque point, sur chaque antenne. Donc voici, c'est l'affaire des opérateurs, mais c'est aussi l'affaire de l'ensemble des intervenants pour pouvoir faciliter l'opération. Et un point important dont on doit parler, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, jusqu'où on va aller avec cette intelligence artificielle qui va progressivement prendre de la place sur nos stades. On parle de coaching par l'intelligence artificielle, de prévision par l'intelligence artificielle. Comment vous voyez ça? Qui veut répondre à la question? L'intelligence artificielle, en fait, à quoi il va servir? Il faut se poser la question, en fait, à quel niveau? Quand je m'explique. Par exemple, si on prend sur la partie merchandising au stade et en fait consommation, en termes de consommation de tout ce qui est consommation à l'intérieur du stade. Prenons l'exemple d'une buvette. Demain, en fait, vous avez envie d'optimiser en fait ce que vous achetez en termes de stock, ce que vous mettez en termes de produits, en termes de stock. Pour pouvoir en fait arriver à un certain niveau optimum par rapport en fait à ce qui est consommé, parce que généralement vous mettez énormément de choses et vous ne vendez pas en fait tout ce que vous avez mis. C'est géré de manière très traditionnelle maintenant, il faut le dire. Il n'y a pas de système de cashless, il n'y a rien du tout. On est en train de travailler sur ça pour mettre en place on va dire des buvettes connectées. Connecté comment? Via des moyens de paiement en fait en cashless, c'est-à-dire que vous pouvez entrer avec votre carte d'accès au stade et à la même carte elle peut être utilisée pour consommer en fait au niveau au niveau des buvettes. Et c'est en fait on peut coupler la data de la consommation avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir en fait mettre en place un service optimum, c'est-à-dire que de n'avoir que ce qui va être consommé, arriver à un certain niveau, un pourcentage très élevé par rapport à ce qui va être consommé et pas en fait de venir à l'aveuglette et de mettre que des produits qui vont pas être consommés, c'est ça. Très bien, on revient à Orange. Orange voit plus loin, il prépare les événements sportifs et il prépare les échéances à venir. Au-delà de tout ça, comment Orange peut devenir un acteur de cette stratégie? On parle de stratégie nationale sportive en fait. Orange se positionne comment? D'abord, Orange, je vais parler du groupe Orange dans sa globalité. Orange, nous avons une expérience dans tous les pays où nous opérons, notamment en Europe. Nous avons cette tradition d'accompagner les manifestations sportives et les grands événements. Donc je prends juste à titre d'exemple les derniers événements qui ont eu lieu à Paris, les Jeux Olympiques en France. Donc c'était un événement où
où l'opérateur télécom qui a opéré l'ensemble des manifestations sportives des Jeux Olympiques, c'était Orange. Et ça, je dirais, ça s'est très bien passé parce qu'en fait, il fallait à la fois assurer de la connectivité, de la couverture, de la capacité, de la résilience et permettre l'ensemble des usages digitaux. Parce qu'en fait, au-delà de la connectivité, on parle, je dirais, de contrôle d'accès, on parle de billetterie, on parle de l'ensemble de ces usages qui sont au-dessus de la connectivité et qui, tout cela se passe d'une manière sécurisée, c'est-à-dire pas uniquement la sécurité physique, gérer la sécurité physique des accès, mais gérer la sécurité digitale je dirais, de tous les identifiants, de tous les codes d'accès, par exemple, pour qu'ils soient intègres et non falsifiables. Donc plusieurs, je dirais, cas d'usage réussis sur ces Jeux Olympiques. Je prends l'exemple des stades en France toujours. Donc avec les stades de foot comme le dernier, c'était le Vélodrome à Marseille. Donc où Orange a pu mettre en place à la fois une infrastructure mobile très dense à travers des antennes disséminées sur l'ensemble du périmètre du stade, d'avoir réussi à installer un Wi-Fi dense également accessible. Je dirais le Wi-Fi permet dans un stade à la fois d'avoir ce qu'on appelle des offloads mobiles vers le Wi-Fi. Hein. Quand on a accès, on a un téléphone avec des capacités Wi-Fi, ça se permet de décharger l'accès au réseau mobile et de pouvoir avoir une meilleure expérience dans certains cas. Et puis, bien sûr, au même stade, on a aujourd'hui toute la chaîne de valeur de la vente de billets jusqu'au contrôle d'accès, gestion des flux, qui est complètement facilitée par une latence ultra faible. On parle de quelques millisecondes, et chose qui permet vraiment d'avoir un accès très fluide aux événements, je dirais, qui ont eu lieu dans le stade Vélodrome ou dans les autres stades où Orange. Donc aujourd'hui, Orange a cette capacité à l'international qu'on est capable de répliquer au Maroc avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir mettre de la connectivité, faire de la prédiction avec des systèmes data IA pour dire quel sera le débit demandé à l'instant T par rapport à tel point. C'est très très important. Et on le fait dans d'autres événements, hein, avec Mawazine ou le Jitex, comme j'ai dit. Il n'y a pas que... Mais les matchs de foot, c'est vraiment le cas d'aujourd'hui. Et voilà, et nous sommes prêts aussi à travailler avec l'ensemble des acteurs qui développent des applicatifs dans le digital, à ce qu'on puisse les héberger dans les bons points de présence et de sortie Internet pour pouvoir avoir un accès ultra rapide à son applicatif et pouvoir faire les contrôles nécessaires ou accéder à l'information qu'il faut. Alors le Maroc, c'est un endroit stratégique pour Orange en Afrique notamment. Exactement. Vous êtes déjà... Alors déjà Orange, effectivement, la chance qu'on a au-delà d'Orange Maroc, il y a plusieurs filiales du groupe Orange et nous avons la région Afrique est pilotée depuis le Casablanca, depuis CFC, où nous avons l'état-major d'Orange Afrique, Moyen-Orient, qui est basé sur Casablanca, et ceci nous apporte encore un accès au savoir-faire, aux compétences du groupe qu'on met au profit des Marocains et de l'ensemble de géographie au Maroc. Et du coup, le Maroc prend une position de plus importante dans le sport aussi. D'où ma question pour les autres intervenants. Aujourd'hui, quelle est la place du Maroc par rapport au football africain notamment? Il grappille un petit peu de plus en plus des places importantes. Je parle pas du classement FIFA, Mehdi, je parle de son soft power par rapport à l'Afrique et son nouveau rôle aussi au sein de la FIFA. Moi, je pense que ce qui est intéressant à relever, c'est que là, on parle beaucoup de Coupe du Monde, de Cannes depuis quelques mois, mais je pense que le chantier a démarré il y a quelques années déjà. Je pense qu'il a débuté vers les années 2010-2009, où le Maroc a commencé déjà à investir sur de l'infrastructure, notamment sur les grands stades. Une fois qu'on a eu ces grands stades qui ont été ouverts, Marrakech, Tanger, Agadir, etc., il a fallu mettre en place une programmation pour justement occuper ces stades-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a une vraie politique sportive, une vraie politique d'État pour accueillir des grands événements sportifs. Là, on peut lister un gros paquet d'événements qu'on a eu sur le Maroc depuis 2010,
Trophée des champions, Coupe du monde des clubs, Cannes 2015 qui n'a pas eu finalement au Maroc, la Coupe du monde Danone, on a eu la Coupe, Super Coupe d'Espagne, etc. Donc on a eu un gros paquet d'événements sportifs qui ont eu lieu au Maroc. Et puis ça c'est cerise sur le gâteau, c'est 2025-2030. Et qui font qu'aujourd'hui, on a de l'infrastructure, on est en train de miser sur l'infrastructure, on a de la programmation du contenu sportif, on en a de plus en plus, et pas uniquement dans le foot, parce qu'on parle beaucoup de foot, mais le Maroc également, c'est le MDS, c'est un ATP Tour à Marrakech, c'est des marathons qui sont connus à l'international, c'est un Grand Prix automobile, etc. etc. Donc c'est pas uniquement le foot, parce qu'on parle beaucoup de foot, et il est important de souligner qu'on est un pays qui accueille beaucoup d'événements internationaux, et qui aussi organise des événements locaux de niveau international. Donc ça, c'est une politique qui a été mise en place qui a été lancée il y a quelques années. Aujourd'hui, on en parle encore davantage parce que voilà, l'infrastructure est là, les événements internationaux sont là, et on a aussi l'humain qui commence à s'imposer à l'international. Donc quand on voit Fawzi El-Rja, la position de Fawzi El-Rja aujourd'hui, que ce soit à la CAF, à la FIFA, on a aussi dans d'autres disciplines, on n'en parle pas beaucoup, on a aussi des managers et des dirigeants qui sont dans des fédérations internationales. Donc je pense que le Maroc a compris que le sport peut être un vecteur de développement et aussi un outil de soft power exceptionnel, comme beaucoup d'autres pays l'ont fait avant nous. C'est pas pour rien que le Qatar investit sur la Coupe du Monde, c'est pas pour rien que l'Arabie Saoudite investit davantage sur le sport et pas uniquement dans le foot. Donc je pense qu'un certain nombre de pays ont compris que le sport peut être un vecteur de développement pour sa jeunesse d'abord, et puis un vecteur de rayonnement à l'international. C'est ce que fait, je pense, à mon avis, le Maroc depuis quelques années. Très bien, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question de cette table ronde sur la connectivité à travers le sport. C'est bien, on est un petit peu à l'avance, donc je vais demander à la salle, qui d'habitude n'a pas beaucoup de temps pour poser des questions, je vais leur demander s'ils ont des questions par rapport à cette thématique. J'insiste, thématique, parce que on n'est pas là pour demander les chances du Maroc à la prochaine CAN, on est vraiment rester un petit peu dans cette thématique de connectivité et à travers le sport. Donc j'ouvre les questions à la salle. Merci à vous pour vos interventions. Alors j'aimerais vous demander par rapport à l'impact écologique de toutes ces transformations et ces transitions, quel est l'impact et est-ce qu'il est pris en compte dans tout ce qui est construction et réalisation ? Merci pour la question. Effectivement, c'est très important. Nous avons le défi additionnel de pouvoir développer les infrastructures avec l'empreinte carbone la plus basse possible et en utilisant les technologies, je dirais, les plus indiquées par rapport à chaque cas. Donc, quand on parle de sites mobiles, par exemple d'antennes, on commence à le voir sur plusieurs endroits au Maroc. C'est vrai que c'est récent, depuis à peine quelques années, mais ça existe aujourd'hui. Nous avons des data centers, et nous avons des sites mobiles qui sont aujourd'hui avec énergie solaire. Quand c'est possible de le faire, on le fait et on développe de plus en plus. Donc c'est une manière de prendre en compte, je dirais, le besoin écologique et de consommer moins d'énergie. Hein. Donc tout le monde y gagne. Donc c'est vraiment dans notre stratégie. Au sein du groupe Orange, nous avons des objectifs à l'international et aussi par pays. Et le Maroc, nous prenons toute notre part. Et au niveau d'Orange Maroc, ça fait vraiment, nous avons une organisation dédiée à monitorer, à superviser, et on calcule l'empreinte carbone. Et on a des objectifs trimestriels, semestriels et annuels pour pouvoir franchir notre développement avec je dirais les bons KPI. Amine Boukhari, opérateur économique. Je vous remercie d'abord pour la thématique qui est extrêmement pertinente. J'ai une question par rapport à la finalité justement du développement des infrastructures en marge des méga événements sportifs qui sont en train d'arriver. Moi, j'ai une question beaucoup plus sur l'impact que ça aura sur le développement économique à long terme. Et à mon sens, et Sibnis, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, les intervenants, vous avez mentionné les intervenants, moi je pense qu'il y a tout un écosystème, toute une économie à créer qui existe, qui est en train de se développer, des PME, des TPE. Le GITEX, la semaine prochaine, on va voir sur le volet digital ce que ça représente en termes de start-up.
Mais disons que, alhamdoulilah, on voit un petit peu qu'il y a une certaine forme d'évolution de masse au niveau de toute l'économie marocaine. Si Mehdi, vous avez mentionné que ça a commencé il y a 10 ans, c'est vrai, mais là on sent que, on va dire, l'excitation commence depuis quelques mois, quelques années. Comment est-ce que vous voyez le rôle justement de ces développements, surtout que vous n'avez pas la main sur tous les éléments? Par exemple, au niveau d'Orange, vous avez toute l'infrastructure, tout l'investissement, vous faites votre part du marché. Et puis il faudrait que de l'autre côté, l'économie, les PME, les entreprises, secteur privé, public, se mettent un petit peu en mouvement pour pouvoir justement créer on va dire, les conditions de ce développement économique. Ma question, elle n'est pas que pour vous, Sidney, c'est aussi pour les autres intervenants. Bon, je ne suis pas un économiste. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pour habitude sur ce genre d'événements de faire des études d'impact en amont et après l'événement. Donc je pense qu'il serait intéressant, oui, de se pencher sur cette question-là, parce que c'est ce qui se fait généralement. La question de l'héritage est essentielle, pas uniquement pour les grands stades, parce que les grands stades, c'est ce qui est le plus visible, mais c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher dans une candidature. Hein. Les hôtels. Oui, voilà, donc un grand stade, c'est ce qui est plus visible. Oui, quand on a un stade qui fait 80 000, 100 000 places, et qu'il n'est pas forcément plein après une grosse compétition, oui, ça fait parler, etc. Mais c'est pas forcément ça qui va coûter le plus cher un pays. Maintenant, rien ne nous empêche bien évidemment de réfléchir à l'héritage qu'on va faire de ces espaces. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour faire en sorte que ces stades-là ne soient pas des éléphants blancs comme ce qu'on a vu dans un certain nombre de pays. Moi, je pense qu'il est essentiel par rapport au Maroc, c'est que cette Coupe du Monde notamment, parce que c'est l'essentiel de l'investissement va se faire sur la Coupe du Monde et non pas sur la CAN. C'est que ça soit un véritable accélérateur de développement pour le pays. Et là, on le voit, il y a un certain nombre de projets qui étaient quasiment à l'abandon depuis des dizaines d'années, qui se sont réactivés très vite comme par enchantement. Moi, je dis tant mieux pour le citoyen, tant mieux. Si sur le sanitaire, on a un certain nombre d'hôpitaux en cours de construction, si des routes ont été activées, si le train va arriver, le TGV va arriver jusqu'à Marrakech ou Agadir, tant mieux. Maintenant, reste bien évidemment à étudier la chose et de voir en termes d'impact qu'est-ce que ça va apporter à moyen terme, à long terme. Il serait intéressant d'analyser tout ça. Je pense aussi, bon alors on quitte un peu le terrain de foot, mais je pense aussi que mine de rien aussi les opérateurs auraient presque un rôle social. Vous avez des régions du Maroc qui ne sont pas si éloignées que ça, à une demi-heure de certaines villes, où vous n'avez plus de réseau, où il y a des habitants qui n'ont pas accès à la communication, qui n'ont même pas accès à Internet, dans des régions, on va dire, qui ne sont même pas dans le grand sud, mais des régions type Tinrir, vous n'avez pas de connexion. Donc quand vous avez des événements, il faut savoir qu'il y en a quasiment, actuellement vous en avez 3 ou 4 en même temps, qui sont des événements avec de la couverture médiatique internationale. Les opérateurs télécoms ne sont pas là. Donc du coup, ils ont affaire à d'autres systèmes qui ne sont pas forcément légaux, mais c'est aussi une difficulté. Je ne vous cache pas que dans nos démarches, depuis 12 ans sur le, par exemple, Marathon des Sables, à chaque fois qu'on a essayé de contacter les partenaires dans le domaine des télécoms, il n'y avait pas un emballement extraordinaire, c'était plutôt de la frilosité, alors qu'on était prêt à montrer un savoir-faire, de dire, voilà, cet opérateur X peut montrer son savoir-faire sur un événement à dimension internationale. Et on parle de Tinrir, comme sur un événement qu'on gère dans la région de Chefchaouen, on est obligé d'avoir recours à d'autres systèmes, parce qu'il n'y a plus de réseau, pour même la sécurité des sportifs. Donc ils sont équipés avec des balises spot, qui sont des connexions par satellite, pour pouvoir identifier le coureur, mais on a des éléments qui nous manquent, par exemple le live, passer l'information directe auprès des partenaires, etc. Et ça aussi, je pense que ça a aussi un volet social, mais même aussi au niveau d'image Maroc, et de décentraliser, pas se concentrer que sur les stades, parce que je suppose qu'en plus ces infrastructures stades, M. Bénis nous le confirmeront, vont coûter une fortune, alors que peut-être dans certaines régions, ça aura réellement un impact social et une connexion avec tous les Marocains dans des régions retranchées où il n'y a pas forcément les meilleures connexions possibles. Je suis Karim Bredé, je vais citer mon statut lié au foot. Hein. Je suis ex-dirigeant, responsable marketing du WIDET. Alors ma première question est destinée à M. le ministre concernant les opérateurs téléphoniques. Alors ma question est comment favoriser une collaboration efficace entre les opérateurs télécoms, les instances sportives, les pouvoirs publics pour faire de la connectivité un véritable pilier pour la réussite des événements sportifs que notre pays va organiser prochainement. Et la deuxième question, c'est pour les trois mousquetaires.
C'est par rapport à l'événementiel. Maintenant, tout le monde sait que le Maroc va monter d'un cran au niveau des infrastructures, que ce soit sportive, que ce soit urbaine. Mais est-ce qu'après la Coupe du Monde 2030, et tu l'as bien cité Mehdi, est-ce qu'on aura des stades fantômes comme des stades qu'on a vus en Grèce après les Jeux Olympiques, en Afrique du Sud et un peu partout dans d'autres pays. Donc est-ce que les agences marocaines aujourd'hui sont prêtes à organiser par exemple un Morocco Tour pendant l'été, comme ce qu'on organise aux États-Unis ou en Chine, où on peut inviter et organiser des tournois comprenant les meilleurs clubs au monde. Et voilà, et d'autres, enfin, il y a d'autres idées qu'on peut mettre en place pour que notre pays, après la Coupe du Monde 2030, ne vivent pas les échecs de d'autres pays qui ont organisé de tels événements. Voilà. Je vais commencer par la question concernant la connectivité. On doit continuer à faire ce qu'on fait déjà aujourd'hui et même l'amplifier, c'est-à-dire se parler. Se parler entre tous les acteurs. Une connectivité ou une infrastructure se planifie. Donc je pense que le point le plus important, c'est qu'on puisse continuer à informer les communes de nos besoins de connectivité pour pouvoir nous donner accès au domaine public, pour pouvoir installer, que ce soit les antennes ou mettre de la fibre, sans accès au domaine public, il n'y a pas d'infrastructure. Aussi pouvoir mutualiser. Et aussi pouvoir avoir une expérience, favoriser une expérience utilisateur multi-parcours. Un fan peut arriver de l'étranger dans la Coupe du Monde, il arrive à l'aéroport, doit se connecter, doit pouvoir avoir accès au roaming, ce qu'on appelle le roaming in, il peut pouvoir après avoir un parcours de mobilité jusqu'à son hôtel. L'hôtel, on doit avoir dans les chambres une bonne connectivité. Donc encore une fois, mettre en place ce qu'il faut pour que l'expérience au sein de l'hébergement soit nickel, et puis après, effectivement, accéder au stade, etc. Quand je parle de l'avion, il y a aussi le TGV au Maroc, ou les trains, etc. Donc la connectivité, elle est multifacette, et en fait, à la base, c'est toujours la même recette: planifier, communiquer les besoins, s'assurer comme quoi ces besoins seront satisfaits à temps. On ne peut pas venir à une semaine d'un match et ne pas encore avoir accès au stade pour pouvoir mettre une antenne et attendre J-1 pour le faire. Ce n'est pas possible. Ça veut dire, voilà, on ne peut pas faire ça. Voilà, simplement, bien sûr, au niveau des opérateurs, avoir, je dirais, les meilleures technologies au meilleur prix, parce qu'il faudra optimiser cette connectivité pour qu'elle soit durable. Oui. Et ne pas juste investir pour investir. On doit investir intelligent. Et quand je parle des hôtels, on va avoir un gain, pas uniquement pour les événements, parce que c'est important d'avoir des infrastructures rustiques où l'expérience utilisateur ou client, entre guillemets, soit parfaite. Les aéroports, la même chose. Donc, c'est ça un petit peu. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, là, pour moi, à mon sens, hein, ça c'est mon opinion personnelle, mais une infrastructure recevant du public réussit une infrastructure qui doit répondre parfaitement aux besoins de ses futurs utilisateurs. Et pour pouvoir justement arriver à ça, il faut que ces futurs utilisateurs puissent être associés dès le départ à la conception de cette infrastructure. Je me fais comprendre. Que ce soit un stade ou un théâtre, bien évidemment, vous devez associer dès le départ ceux qui vont venir demain, que ce soit le spectateur, mais aussi l'organisateur d'événements, l'organisateur de festivals, les tourneurs d'artistes, etc., qui, eux, vont vous dire clairement dès le départ qu'est-ce qu'ils sont capables d'organiser dans 3-4 ans dans votre stade, qui sont capables dès le départ de vous dire écoutez, ce que vous avez prévu en termes d'aménagement ne convient pas à un festival,
que les accès ne sont pas finalement ce qu'on recherche en termes de sécurité. Ce qui nous intéresserait, c'est de le faire de cette manière-là. Donc c'est là où je pense que, et pas uniquement dans le foot, c'est quelque chose qui est global dans notre pays. On construit beaucoup d'infrastructures en faisant confiance beaucoup à des architectes. L'architecte, j'ai pas envie de me mettre à dos tous les architectes, mais un architecte n'est pas forcément spécialisé dans tel ou tel domaine. L'architecte, ce qui l'intéresse, c'est de construire le plus bel édifice et peut-être celui qui coûtera le plus cher. Et donc, je vais pas me faire beaucoup d'amis comme ça, mais c'est certain. Alors là, c'est foutu. Mais voilà, aujourd'hui, quand on décide de construire un stade en Europe, on fait d'abord une étude d'impact. On fait une étude, on identifie les besoins de demain, et c'est en fonction justement de cette étude qu'on va décider de combien je vais avoir, de quelle capacité je vais avoir, de quel nombre de places VIP je vais avoir. Parce qu'imaginez, vous construisez un stade de 50 000 places et que vous dites, tiens, moi je vais aménager 25 000 places de VIP, mais bon, c'est sur quelle base? Et que vous ouvrez votre stade et que vous vous réveillez un jour en disant, ouais, mais moi sur telle ville, j'ai juste un marché de 3 000 personnes qui peuvent se permettre. Et en fait, c'est ce qui est arrivé, l'expérience qu'on a eue il y a quelques années à travers les stades de Marrakech, Tanger et Agadir. En fait, on s'est réveillé un jour, on était candidat à une Coupe du Monde. Des architectes ont proposé des maquettes. On n'a pas eu la Coupe du Monde. Et puis, on a poursuivi la construction des stades de 45 000 places parce que c'est ce que demandait le cahier de charge de la Coupe du Monde. Une fois que ces stades-là ont été prêts, on s'est dit, tiens, on va les inaugurer. Donc on les a inaugurés, c'était très sympa, tout le monde a passé un bon moment. Et une fois qu'on les a inaugurés, on les a confiés à celui qui doit les gérer. Et quand celui qui les a reçus pour les gérer, qui était mon ami Tiofer à l'époque, s'est dit, tiens, mais ce stade-là n'est pas adapté. Et à chaque fois qu'ils essayaient d'aller vers des clients potentiels, beaucoup disaient, excuse-moi, mais ton stade n'est pas conforme, je suis désolé, je ne peux pas organiser de concert chez toi, je n'ai pas les accès qu'il faut, je veux faire un séminaire, non, ce n'est pas possible. Et donc du coup, ils ont un handicap énorme qui aurait pu être réglé dès le départ si ceux qui ont construit cet stade à l'époque ont réuni ceux qui organisent des team building, ceux qui organisent des concerts, etc., et de réfléchir avec eux comment ils peuvent construire le stade idéal. Et pas forcément des stades, comme j'ai dit, ça on le retrouve même dans les hôpitaux, on le retrouve dans les aéroports. On a eu plein de choses qui ont été dites sur certains aéroports il y a quelques années et qui n'étaient pas du tout adaptées, etc. etc. Je voulais juste compléter ce qu'a dit Mehdi. C'est une problématique qu'on avait en fait par rapport au remplissage des stades et de trouver des événements. On avait cette problématique depuis l'ouverture des grands stades au Maroc, les premiers en fait, celui de Marrakech, Tanger et Agadir. Et on avait cette problématique. Mais en fait, ce que je constate actuellement, en fait, on va dire 2024 et 2025, on a de plus en plus de grands événements en fait artistiques. Récemment, le complexe Mohamed V, la salle couverte, elle a accueilli, je pense, en l'espace de 2 mois, pas moins de 4 ou 5 grands événements. Ce qu'on ne voyait pas il y a 5 ans, on était en fait sur des événements à 800 personnes, Mégarama, il n'y avait pas des enceintes qui pouvaient en fait. Est-ce que en fait il y a une montée en compétences par rapport même aux organisateurs d'événements marocains, que ce soit sur le plan artistique, en fait événementiel, artistique, culturel ou sportif. Et du coup, en fait, cette capacité qu'a les producteurs d'événements maintenant à gérer 10 000 personnes dans une enceinte, après il va y avoir une demande d'enceintes plus grandes. Et d'où en fait les stades, ils peuvent maintenant ils sont ouverts pour la majeure partie des événements, c'est des événements sportifs, on va dire. Mais je vois en fait cette évolution vers en fait pour de grands événements artistiques d'ouvrir les stades et pour accueillir ce genre d'événements. Mais je pense que le seul stade qui est adapté à cette formule, c'est le grand stade Hassan II de Ben Slimane, parce que
les autres stades, notamment le nouveau stade Moulay Abdallah, n'a pas été refait. La refonte n'a pas pris en considération tous ces éléments-là. Si vous pouvez me confirmer ça. En fait, j'ai pas les détails par rapport à la construction du stade de Moulay Abdallah, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a une montée en compétences par rapport aussi à l'organisation de grands événements en dehors du sport. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une volonté aussi de l'État d'organiser plus d'événements sportifs. J'ai entendu qu'on va être en fait candidat pour abriter la Coupe du Monde en fait féminine en 2034, c'est ça? Donc, voilà. Donc c'est un grand événement. C'est pour faire fonctionner ces infrastructures-là. Et je ne pense pas qu'il va y avoir que cet événement-là. Il va y avoir d'autres événements sportifs à l'avenir. Au-delà, je pense que les grands événements ne sont que des cerises sur le gâteau sur un grand stade aujourd'hui. Quand on va à l'international, on ne construit pas des stades pour des grands événements uniquement. Quand on va au Stade de France, par exemple, qui n'est pas forcément le stade modèle aujourd'hui, vous avez 15 réunions qui sont organisées en même temps, des entreprises qui vont louer des salles de réunion, vous avez des séminaires, vous avez le restaurant qui est plein parce que vous avez une entreprise qui est là pour des team building, etc. Donc moi je pense qu'au-delà des grands événements, c'est là où il y a un vrai travail à faire. Et pour qu'on puisse justement arriver à ce stade-là, il va falloir, j'espère, adapter ces stades aux besoins de ceux qui vont pouvoir demain venir et organiser et qui vont payer pour les organiser parce que c'est une source de recettes. Mais se dire on va uniquement capitaliser sur des grands événements et sur les clubs, c'est pas suffisant. Un stade doit vivre au quotidien. Un club joue uniquement un week-end sur deux. Et encore, on va dire à Casa, on a 2 clubs qui vont jouer les 2 week-ends qui se suivent. Mais un stade, aujourd'hui, s'il n'est pas capable d'être un lieu de vie au quotidien, pour moi, est un échec total. En fait, c'est là où ce que je voulais dire tout à l'heure par écosystème, ou carrément une économie du sport, parce que ce n'est pas une question simplement de dire combien il y a de matchs dans l'année. C'est très simple, on peut faire le calcul. Il y a 200-300 matchs entre Botola 2, les matchs de l'équipe nationale, le championnat national, la Coupe du Trône, etc. On peut inclure le championnat féminin, le championnat des jeunes. Mais ce n'est pas avec ça, justement, qu'on va, entre guillemets, rentabiliser sans que ce soit forcément pris au volet financier. Moi, je pense qu'il faut créer une économie autour du sport. Et un très bon exemple, même si je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le Stade de France qui est le meilleur exemple. Si on va un petit peu aux États-Unis, parce qu'on va s'éloigner un petit peu du sport, le Madison Square Garden, où là, les grandes enceintes, notamment le basketball, ils vivent 24 sur 24. Et grâce à l'événementiel. Mais pour ça, ce n'est pas ceux qui créent les infrastructures. Je comprends l'objection qui est tout à fait légitime que tu as mentionnée, Hamadi. Maintenant, moi, de mon côté, je pense qu'il est important également de réfléchir en termes de comment promouvoir une économie du sport qui va permettre justement l'inclusion et l'éclosion, justement, ce que je veux dire, l'éclosion de ce genre de répétition d'événements. On parle de gouvernance, de business model, etc. L'économie du sport en elle-même, elle est aujourd'hui très active. Il y a une vraie dynamique et les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, il y a une vraie industrie du sport qui est bien dynamique et contrairement à ce que peuvent croire les gens, le sport aujourd'hui est une économie du sport, est une industrie comme les autres. Moi, j'ai juste une question à te poser pour entériner le point Hada. Combien ça représente par rapport au PIB marocain? Aujourd'hui, la seule étude qui existe, qui a été faite il y a 2 ans, on est au-delà de 2%, 2 points du PIB. Sérieux? 2%? Oui. C'est déjà pas mal. Donc, non, je ne le savais pas. Oui, ce qui est déjà pas mal. On est à la veille d'une grosse compétition qui va permettre de doper davantage. Bien sûr, c'est un peu Et on ne comptabilise pas là-dedans tout ce qui est lié au BTP. Voilà. Mais pour revenir toujours au modèle français, donner un exemple tout simple. Moi, je me réfère uniquement à des modèles européens sur lesquels on peut s'inspirer. Modèles américains, ils sont à une autre dimension qui est inatteignable. Alors, je vais vous dire, même en France, même en Europe, ils sont très très loin de ce qui se fait aux États-Unis. Le modèle est très très particulier. Et on fait une tournée dans des stades aux États-Unis pour étudier justement le cas de ces infrastructures. On est très très loin de ça. Mais quand je vois moi en France le Parc des Princes dont on parle aussi beaucoup, eh ben, le Stade de France, en plus de ce que j'ai dit par rapport au Stade de France, où il se passe beaucoup de choses, eh ben, on a un incubateur de start-up spécialisé dans le sport, qui est financé par la ville de Paris.
Vous avez quelques milliers de mètres carrés, vous avez une cinquantaine de start-up qui sont installées, incubées, qui sont accompagnées, etc. Vous avez l'équivalent de ce que nous, on est ici, la Fédération marocaine des professionnels du sport, qui a son siège au sein du stade, avec une vraie maison du sport, qui est là pour accompagner ceux qui veulent être incubés, ceux qui veulent travailler dans le sport, etc. Donc, il y a de quoi faire vivre un stade. Et il n'y a pas que le sportif pour faire vivre un stade. C'est ça la différence avec les pays européens et les pays africains. Moi, je ne lirai pas, je suis désolé de vous le dire, mais je ne lirai pas ça à l'éducation. Parce que tout simplement, moi, tout ce dont je vous parle aujourd'hui, tous ceux qui vont organiser des séminaires, des conférences, des réunions, c'est les mêmes qui se vont dans des hôtels aujourd'hui à Casablanca ou ailleurs pour aller le faire. C'est qu'aujourd'hui, ils peuvent aller le faire dans des stades. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin, par exemple, à Casa. Moi, je vous défie d'aller trouver une salle pour une conférence à Casa aujourd'hui. C'est très compliqué. Le besoin est énorme. Donc aujourd'hui, je parle uniquement de professionnels qui peuvent avoir envie d'aller organiser leurs propres événements. Moi, je ne parle pas de grand public, ce qui est totalement différent, mais je parle de professionnels qui seraient aujourd'hui intéressés par aller organiser cette réunion-là ou ce débat pourrait être dans un stade avec en arrière-plan la pelouse. Et on a beaucoup de clients potentiels qui seraient hyper intéressés d'aller le faire en stade. Ce qui se fait en Europe beaucoup, pourquoi ça se fait et ça marche beaucoup? Parce que ça reste un lieu qui est insolite. Ça fait plaisir d'aller dans un lieu mythique. Et puis ça change d'être enfermé dans une salle de réunion, dans un hôtel, que ce soit à Casa ou ailleurs. Donc voilà, pareil pour les team building. Quand vous proposez à une entreprise d'aller faire dans son team building dans un stade de 80 000 places, waouh, les collaborateurs, ils l'oublieront pas. Mais les gens ne sont pas sensibilisés, tout simplement. Personne ne sait ça. De un, de deux, comme tu disais ou comme vous disiez, ils sont pas équipés de ce genre de. Par exemple, le Stade d'Honneur. La dernière fois, on est parti. Enfin, j'ai 2 ou 3 ans. La salle de presse, c'était un petit truc à côté du terrain. Enfin, tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça? Moi, les gens ne le savent pas. Il faut communiquer. Il faut mettre mettre des installations pour que les gens puissent vivre ces expériences. Ça, c'est primordial. Je veux dire, voilà, on ne sait pas. Moi, j'avais une petite question par rapport, pour revenir à la connectivité. Est-ce qu'on ne peut pas rêver un jour, rêver au Maroc d'une alliance entre les 3 opérateurs pour notamment mener à bien ces 2 méga événements, notamment la Coupe du Monde 2030? Je pense est-ce que c'est un vœu pieux ou faisable, pas faisable? Non, c'est pas un vœu pieux. Aujourd'hui, le partage d'infrastructures est quelque chose qui existe au Maroc. C'est vrai qu'on devrait le faire davantage. Et ça va se faire davantage, mais aujourd'hui, ça existe déjà. Après, c'est des calculs économiques, tout simplement. Donc aujourd'hui, je partage parce que j'optimise l'investissement, etc. Et j'investis intelligent. Ne pas partager n'est pas forcément un avantage compétitif. Ou alors il va être de courte durée. Moi, c'est un peu moto au niveau marketing. J'insiste aussi là-dessus. Vous remarquerez que dans le sport au Maroc, vous n'avez aucune banque, aucune chaîne de grande distribution. Et ça, j'ai 2 secteurs d'activité, mais les acteurs entreprises au Maroc ne jouent pas leur rôle, à part certains. Mais vous remarquez que le foot au Maroc occupe 90% de la place publique. Je veux dire, c'est des clubs qui ont une autorité folle, qui dépassent largement les frontières marocaines. Vous regardez sur le cas de l'équipe nationale, quand vous allez voir des entreprises au Maroc qui vous disent « Oh non, l'équipe nationale, c'est beaucoup trop cher ». Quand vous voyez ce qu'elle a fait, comment elle a fédéré tous les Marocains autour de ce projet-là, vous vous rendez compte que les acteurs économiques marocains sont très très frileux, particulièrement dans les agences de com, etc., ou entre guillemets pour le football, ou le sport en général, est quelque chose qui ne mesure pas du tout, alors que l'impact est très puissant. Et quand certains partenaires mettent un pied dans le football ou dans d'autres disciplines, ils y restent. Donc ils n'y restent pas pour nous faire plaisir, ils se rendent compte du retour. Et quand vous remarquerez certains acteurs économiques au Maroc, c'est effrayant à quel point ils sont absents. Je vous parle de la grande distribution, vous prenez n'importe quel club de 3e division en France, ils vont avoir Casino, Intermarché, au Maroc, aucun acteur. Dans les banques, aucune banque ne soutient un club de football. Même, je crois même sur l'équipe nationale. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et c'est dommage parce que je pense que tous ces acteurs économiques, entre autres eux, mais d'autres,
doivent jouer le rôle, surtout vu les rendez-vous internationaux qui nous attendent, pour justement rentrer dans cette dynamique qui sont eux aussi presque des moteurs et qui vont influencer les autres. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a vraiment des secteurs d'activité qui, entre guillemets, ont mis le sport de côté malgré tous les rendez-vous qui vont arriver. Ouais, mais ça datait d'une certaine période où on leur avait dit qu'il faut le faire. Sibnani, je pense que ça, c'est une bonne thématique pour une prochaine conférence, de dire pourquoi est-ce que le marketing est le parent pauvre, justement, des PME marocaines. Moi, je suis convaincu, ça, c'est un truc qui va moi, j'y crois, j'en parle beaucoup dans mes réunions, dans mes formations et dans mes conférences. Je leur dis, aujourd'hui, si on savait mieux vendre, si on savait mieux marketer le Maroc, quand je dis le Maroc, c'est les PME marocaines, je ne parle pas forcément du pays. Ça, je pense que le travail est très bien fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que déjà, à la base, c'est très bien fait. Mais si les PME faisaient beaucoup mieux leur marketing, je pense qu'il y a 2-3 points de PIB en plus à aller chercher. Simplement. Et je m'arrêterai sur ça. إلى محب لو سيت انفو سبور عندي جوج حوايج قالهم توفيق وقالهم زكي قال لك تينغير ماشي تينغير العربي الزاولي برشيد دونور كاين اوبيراتوار واحد اللي تيخدم يعني لي فوتوغراف تياكلوا الدق خاصك باش تصيفط الفوتو ولي فيديو خاصك ساعتين 3 ساعات 3 سوايع. واحد القضيه اخرى قالها توفيق اللي ضراتني في راسي لحد الساعه هو نهار السيرفور تيطيح البيمون ديال التيكيت الماتش ديال الرجاء والوداد الشامبيونز ليغ ماروك ليكيب ناسيونال كونتر البرازيل السيرفور تيطيح. هذه مبغاش تفهمني حتى هي. حاجه اخرى قلتي ديال التيكيت واش باقي لحد الساعه حنا في 2025 انا غنشري تيكيته ونجيب معايا البرانت معايا للستاد. وقلتي واحد النقطه راه واش ما كايناش لا ماشين اللي كتانيلي هذيك الفاليداسيون بروميير فاليداسيون لانه كيفاش غيخدموا 3 كيو ار صعيبه ما تدخلش ليها العقل سيرتو في كايت شارج. هادشي اللي كاين. شكرا بزاف. نجاوبوا غير على القضيه ديال je vais répondre aussi le point ديال تينغير وديال la connectivité sur certains points. Tout à l'heure, ce que j'avais dit, d'abord, même si le Maroc a fait beaucoup de progrès, alors on vient de loin. Franchement, en termes de réseau, on a beaucoup évolué, mais il y a encore du travail. Il faut être vraiment lucide. Il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore des coins qu'il faudra soigner en termes de connectivité, de couverture ou de capacité. Et on prend toute notre part par rapport à ces défis-là et on est en train de les relever. Maintenant, les serveurs, juste avant, l'histoire de planification, l'événement, tu m'as raconté Zaki tout à l'heure, effectivement, alors tout commence par la planification. Bien sûr, c'est la volonté. Là, il n'y croit pas, là, il n'y croit pas. Mais par contre, au-delà de la volonté, il faut la planification. Même qu'un événement sportif d'envergure sur plusieurs dizaines de kilomètres l'extrême sud, ne pas planifier à l'avance, ça ne se fait pas en une semaine. Parce qu'on parle je dirais, on a les capacités au Maroc. On peut mettre des stations mobiles, je dirais, qui partent avec les convois, etc. Mais il faudra beaucoup de planification, effectivement, voir l'aspect économique, mais c'est faisable. Les Marocains, là, on n'est pas moins intelligents que ce qui se fait ailleurs, etc. Maintenant, sur les serveurs, moi, juste là, tu me tends la perche. Aujourd'hui, il peut être dépassé. Aujourd'hui, je suis serveur, c'est source de problèmes potentiels. Serveur, la maintenance. On sait acheter, on sait difficilement maintenir et entretenir. Et c'est pour cela que les modèles économiques sont de l'eau. Un directeur des systèmes d'information, IT qui fait que les serveurs. Aujourd'hui, tu peux aller acheter juste le service, les barres. Je veux héberger de l'applicatif, le cloud. Quelques centaines de dirhams, des fois même un peu moins, ça dépend de pour mettre un applicatif le cloud. Aujourd'hui, le Maroc commence à avoir une offre de plus en plus étoffée. D'accord ? Et tout à l'heure, je donnais l'exemple des Jeux Olympiques français ou le Maghreb. Aujourd'hui, on a des acteurs, les médias, l'événementiel et même des secteurs industriels et autres qui commencent à changer je dirais le modèle de dire je vais acheter. Tu vas acheter un serveur, le reste n'est pas utilisé. Tu as investi 20 000 dirhams ou 30 000 dirhams pour acheter un petit serveur, tu as les pics ou quelques événements, alors qu'il vaut mieux aller un modèle en location. Ces modèles aujourd'hui existent et je pense que voilà, il faudra peut-être juste le faire savoir
est-ce qu'on peut investir là, le digital ou là, les infrastructures en mode plus intelligent que par le passé? En fait, le problème de l'hébergement au Maroc, d'abord qu'il y a deux types. Quel serveur il y a deux serveurs, ce soit le CMI, ou parfois en fait quand vous mettez pas de file d'attente, ce qu'on met d'abord, on est obligé à l'heure actuelle quand on vend de la billetterie pour des grands matchs, par exemple un derby ou un match de Champions League, on est obligé de mettre une file d'attente pour éviter que l'hébergement ou le serveur de CMI est. Parce que actuellement le service de CMI, si on lui balance tout ce qu'on a comme flux, ça nous est arrivé qu'il a explosé sur le plan national. Il n'y a plus aucun paiement que vous pouvez faire le match qui te va в Casa ou le problème tarif Agadir sur le plan national. Du coup, en fait, nous, pour ne rien vous cacher, on est hébergé à l'étranger. En fait, un service en fait mondialement connu, parce que c'est ce qui existe de meilleur dans le monde, et pour pouvoir accueillir en fait un flux de connexion simultanée qui est très très élevé. Et je sais qu'en fait il y a des efforts qui se font aujourd'hui, notamment même par rapport aux opérateurs, pour offrir un hébergement en cloud. Je vois en fait des partenariats en fait, qui vont voir le jour avec Amazon, avec Oracle. Donc voilà, le problème d'infrastructure au Maroc et qui est en train d'être résolu à travers des partenariats avec des groupes internationaux, de très grands groupes. Maintenant, pour en fait revenir à l'aspect ticket et sur l'aspect contrôle d'accès. En fait, je disais, la carte, je voulais faire la démonstration, mais bon, c'est pas grave. En fait, cette carte-là, on peut la recharger. Au lieu d'aller acheter un ticket et d'aller le retirer, on peut la recharger, entrer au stade sans souci. C'est-à-dire que, Jawaz, on a cette solution-là qu'on propose au club. Et en fait, la solution, c'est pour ajouter un confort. Pour rejoindre la question de l'impact écologique, d'éviter en fait des déchets de billets. Maintenant, en fait, par match, on vend pratiquement 20 000 à 25 000 billets par match. Si vous faites le total par année, c'est énorme. En termes de déchets, en termes en fait, même de charges pour le club, on est d'abord, en fait, on a une carte qu'on utilise toute l'année. On peut en fait l'utiliser même pour l'année prochaine. On n'est même pas obligé. C'est à travers une simple adhésion. On peut en fait, et c'est pas une carte d'abonnement, c'est une carte rechargeable. C'est-à-dire que vous n'achetez pas les 15 matchs de l'année. Vous n'achetez que en fait le match qui va arriver le week-end. Vous rechargez votre carte et vous accédez avec. Donc on essaie en fait d'apporter des solutions concrètes sur cette partie-là. Il y a aussi la partie en fait infrastructure qui doit accompagner pour en fait apporter plus de confort pour le consommateur final. Je confirme ce que tu as décidé de faire, c'est qu'aujourd'hui tout le monde qui veut dire Amazon un service aujourd'hui c'est disponible au Maroc. C'est aujourd'hui disponible et depuis le mois de novembre dernier, on est capable d'héberger au Maroc des données localisées au Maroc en respectant la réglementation marocaine. Avec la protection des données, on a aujourd'hui des capacités incroyables dans nos data centers ici au Maroc pour pouvoir héberger des applications critiques qui demandent même des CPU ou des GPU importantes, même pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est capable de dérouler des... Donc je pense que ça existe. Effectivement, on doit davantage nous communiquer autour, et je pense que dans une semaine au GITEX, il y aura beaucoup de Zoom là-dessus. Et ce sera avec plaisir vraiment d'accompagner l'ensemble du secteur. On est là aussi pour ça. Alors vraiment, merci à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Je remercie d'abord Orange Maroc qui a bien voulu soutenir cet événement. Merci Mohamed Bennis, merci Mehdi Skouri, merci Zaki El-Hababi, merci Tawfiq Benjeloun d'avoir été présent, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci au public, merci aux gens venus nombreux pour cette table ronde. Merci au groupe Horizon Presse, merci à toutes les personnes qui représentent aujourd'hui Horizon Presse. Merci aux caméramans également qui ont
bien voulu assister à cet événement. Et puis merci à Mehdi Labouche pour sa brillante idée de table ronde avec Orange. Merci à tous.